Bonjour à tous. On va démarrer la présentation des jardins d'Abraxas. Donc, le temps que les gens s'installent. Ouais. Donc, en fait, on va vous parler d'un projet qui a été développé par Adim, le développeur immobilier de Vinci Construction France, et avec comme partenaire Marignan. Donc, sur la ville de Noisy-le-Grand, je crois que le Palacio, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un bâtiment emblématique qui est dans le quartier Mondeste de Noisy-le-Grand. C'est un patrimoine noiséen. Il a été réalisé entre 1978 et 1983 par Ricardo Bofill, l'architecte catalan internationalement connu. C'était à l'époque un essai de mixité sociale qui était une alternative au bar, au logement en bar qui était à l'époque réalisé un peu partout dans les villes nouvelles ou dites nouvelles de l'Île-de-France et de la France. On est dans un style à l'époque postmoderne, néoclassique, avec 3 bâtiments, un théâtre, un arc et le Palacio. À l'époque, déjà une opération d'envergure, 47 000 m², 600 logements, un bâtiment de 64 mètres de haut, donc un des bâtiments assez hauts pour l'époque. Et on est sur de la prouesse technologique parce que c'est une réalisation préfabriquée. Bon, tout ça sera développé après, je fais très rapidement pour l'introduction, avec du béton rose. Et ce lieu est connu parce qu'il y a eu différents tournages de films, de clips, de photographies. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux, mais j'en ai retenu 2 moi qui m'ont marqué. C'est Brésil de Terry Gilliams en 1985. Bon, puis je vais prendre une référence un peu plus récente pour les plus jeunes de la salle. Évidemment, Hunger Games, la révolte en 2014. En 2013, il est question de démolir ce site emblématique. Donc, ce qui est quand même pas neutre pour une ville comme Noisy-le-Grand qui a toujours œuvré pour les grands projets urbains et architecturaux. Et tout ça est lié à un problème de vie commune sur place, à des problèmes d'insécurité, d'isolation par rapport aux aménagements qui se sont faits ultérieurement sur la ville. Et ce qui fait dire à Ricardo Bofill, à l'époque, qu'il n'a pas réussi à changer la ville. Il était extrêmement déçu. Ce qui fait qu'en 2015, quand les réflexions sont lancées pour relancer le quartier, avec un projet de rénovation, c'est tout naturellement qu'il est vent debout pour revenir aux côtés de la ville, soutenir un nouveau projet, pour remettre en valeur ce site, remettre en valeur les abords de ce site, changer l'image, sécuriser les espaces. Et donc, 40 ans après, la ville, évidemment, qui porte le projet en premier chef, Ricardo Bofill et ses équipes, et les opérateurs et des opérateurs immobiliers, que j'ai cités tout à l'heure, se sont lancés dans un nouveau projet, à peu près de 700 logements, avec des commerces et des équipements pour animer les rez-de-chaussée. Donc pour présenter les jardins d'Abraxas, comme a dit Fabrice, on ne peut pas passer à côté des espaces d'Abraxas qui a été réalisé par Ricardo Bofill dans les années 80, finalisé en 83. Il faut bien comprendre que Ricardo Bofill a commencé dans les années 70 une réflexion sur la spatialité dans l'architecture. Notamment, on voit en haut à gauche la cité dans l'espace, qui est une de ses premiers, on va dire, théories de l'architecture. Avant la réalisation d'Abraxas, il a réalisé des bâtiments emblématiques tels que la Muraille Rouge qu'on voit en haut à droite ou le Walden 7 à Barcelone dans les années 75. Donc on voit les prémices du projet des espaces d'Abraxas. Donc ce que Ricardo a fait pour ce projet, c'est de mêler 2 thèmes importants dans sa réflexion architecturale, qui est l'utilisation d'un langage classique au service d'une architecture préfabriquée, comme le disait Fabrice,
et donc de cette réflexion sur la modularité en 3 dimensions. Alors, cette démarche expérimentale a évolué et donc avec on va dire le contexte particulier d'une nouvelle ville qui est donc Marne-la-Vallée, développée par l'EPA-Marne, on est arrivé donc au projet d'Abraxas. Donc le projet est une composition géométrique formée par 3 bâtiments, donc qui sont le théâtre, l'Arc et le Palacio, qui regroupe 600 logements dans un bâtiment qui font un ensemble de 47 000 m², comme on l'a déjà dit. Donc là, je vous montre quelques images rapides de la construction. Donc on voit bien les éléments de modé nature utilisés par Ricardo, qui ont été acheminés sur site, donc qui ont été préfabriqués en béton. À l'époque, l'opération a été construite par Bouygues. Donc là, on voit bien les... Désolé, il fallait le dire. Donc je passe rapidement sur les images de la construction. Et voici l'état actuel. Donc l'état actuel, où donc en 2015, on a fait appel à Ricardo pour redynamiser ce site. Et cette redynamisation devait passer par travailler directement aussi sur l'espace public d'Abraxas, notamment la place des Fédérés, où on est en train de travailler dessus sur les végétaux, l'éclairage et le revêtement de sol, avec main dans la main avec la ville de Noisy. Voilà. Et donc, je vais passer la main à Arnaud. Oui. Alors, comme j'appuie ici. Ouais. Alors, dans l'introduction qui a été présentée, vous avez pu entendre que le projet des espaces d'Abraxas était vu comme une utopie urbaine. Une utopie, sans vouloir reprendre des cours de philo de terminale, on peut voir ça à la fois comme le lieu le meilleur ou un lieu qui n'existe pas. Et en l'occurrence, les espaces d'Abraxas ont vécu depuis leur construction jusqu'à nos jours, au regard des éléments de contexte et de diagnostic qui ont pu vous être posés, une forme de retour à la réalité. Un retour à la réalité que vous pouvez observer sur ces différentes images, puisqu'il s'avère finalement que le bâtiment tel qu'il avait été conçu ne devait pas être dans une position isolée par rapport à son environnement urbain. Il devait accompagner le développement de l'ensemble de ce secteur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, ce qui malheureusement n'a pas pu être accompli par l'aménageur à l'époque. Ce qui donne une situation urbaine d'enclavement et qui a eu des conséquences sociales en lien avec la volonté initiale d'avoir une mixité sociale dans un même ensemble. Donc sur ces différentes vues, vous pouvez observer la situation de l'ensemble bâtimentaire. Donc au niveau du secteur du Mont-d'Est à Noisy-le-Grand, qui abrite la gare RER et le pôle tertiaire, mais entouré d'un certain nombre d'infrastructures qui le coupent de la ville, qui le coupent des circulations. Et également en lien avec un certain nombre d'unités foncières qui, jusqu'à récemment, n'étaient pas urbanisées. Et qui finalement ont entraîné un sentiment de relégation au niveau de la population. Sentiment de relégation qu'il a fallu combattre par différents moyens. Donc le projet qui va vous être présenté plus en détail constitue l'un d'entre eux. Mais à côté de ça, la municipalité avait entrepris une démarche proactive pour à la fois inscrire la réhabilitation des espaces d'Abraxas dans les documents d'urbanisme, au niveau du plan local d'urbanisme qui était en révision en 2015 et qui a été réaffirmé sur des bases nouvelles pour, dans le cadre de ce secteur, inclure les espaces d'Abraxas dans une démarche de réhabilitation et puis apporter un accompagnement de logement pour faire véritablement un morceau de ville. Donc l'intervention, qui sera détaillée un peu plus tard, a porté également sur la reprise des infrastructures qui se situent de part et d'autre de cet ensemble bâtimentaire, et notamment au niveau des rampes de parking que vous avez pu apercevoir tout à l'heure, les fameux hélicoïdos qui enserrent le parc de stationnement dit du PKO. Donc à côté de ça,
Le constat de paupérisation qui a été présenté précédemment s'est traduit par une inscription des espaces d'Abraxas comme quartier politique de la ville au travers des nouveaux critères de définition des espaces relevant de la politique de la ville en 2014-2015, au regard de critères objectifs de paupérisation par rapport au revenu médian du secteur. Donc tout cela militait pour une intervention. Donc elle s'est traduite par un accompagnement de la copropriété, parce que dans le discours de la municipalité, il n'a jamais été question de produire de l'urbain autour des espaces d'Abraxas sans améliorer la situation des habitants qui s'y trouvaient déjà, que ce soit ceux des copropriétés ou que ce soit ceux qui relevaient des bailleurs sociaux. Donc il y a une démarche d'accompagnement des copropriétés dites de POPAC qui a été initiée, des diagnostics thermiques pour la réhabilitation des espaces, que ce soit public ou également des logements, qu'évoquait Dimitri précédemment. Mais c'est également, je reviendrai un peu plus loin, sur l'inscription des espaces d'Abraxas dans la planification communale pour les replacer, ce qu'on voit très bien sur ce graphique qui est issu des orientations d'aménagement et de programmation, au centre du développement urbain de la commune, que ce soit au travers de la reprise et de la réhabilitation du Mont-d'Est pour y apporter de la mixité fonctionnelle, ou la poursuite du développement urbain qui avait été interrompu suite au déplacement du centre de gravité de la ville nouvelle du côté du parc Euro Disney, sur les terrains dits Maille Horizon Nord et des Baeurs, que vous pouvez apercevoir au nord-ouest de cette carte. Donc toute cette démarche s'est accomplie vraiment en cohérence avec la volonté d'améliorer la situation des habitants en les réinsérant dans la ville. Et il s'est avéré, alors on évoquait les tournages de Hunger Games, qu'il y a eu une forme de trend ramenant les espaces d'Abraxas au cœur de l'actualité, puisque c'est devenu une destination touristique qui ne concernait plus que les fanas d'architecture et qui concernait désormais le grand public, si j'ose dire, puisqu'on a assisté à un flux croissant de visites pour ce site, de même qu'à son retour dans la culture populaire, puisqu'un certain nombre de clips ont été récemment tournés, et ils ont fait suite. Alors, on évoquait le tournage de Brésil, le tournage de Hunger Games, mais historiquement, il y a eu également le tournage du clip Ouragan de Stéphanie de Monaco. Voilà. Donc on avait dit qu'on n'en parlait pas. On a dit qu'on n'en parlait pas, mais je l'ai quand même fait. Donc je vais pouvoir passer la parole pour que le projet plus en détail vous soit présenté et pour ne pas m'attarder sur le diagnostic et sur la rationalité de l'action municipale sur ce secteur. Oui, donc comme il fallait une réponse globale à toutes ces problématiques, eh bien, Adim, le développeur immobilier, était tout désigné pour répondre à ces problématiques. À la fois des projets d'envergure, de la complexité, on l'a dit, environnementale, juridique, parce qu'il a fallu effectivement accompagner les évolutions du PLU et préparer les documents, et puis technique, puisqu'il y a pas mal d'ouvrages enterrés qui y a une certaine complexité à réaliser les ouvrages qui vont vous être présentés. Et donc, c'était tout naturellement que Adim, ensemblier urbain, s'est présenté aux côtés de la collectivité, puisqu'elle travaille justement en partenariat avec les villes et les communautés d'agglomération. Elle est présente un peu partout en France et elle travaille sur tous les produits, pas uniquement le logement, donc aussi le tertiaire, le bureau, les activités économiques, et les commerces et les équipements intégrés dans les projets. Donc, comme l'a bien souligné Arnaud, sur le diagnostic des espaces d'Abraxas, l'un des enjeux de ce projet, ça a été donc de replacer ce bâtiment qui a un fort caractère symbolique au centre d'un dispositif urbain, afin de créer un nouveau quartier de part et d'autre, mais d'englober donc l'espace d'Abraxas. Donc ça a été l'un des enjeux du projet architectural. Et de créer un lien entre ces différents, entre les nouveaux bâtiments et l'ancien, ainsi qu'un lien entre le quartier du Mont-d'Est et le nouveau quartier de Maille Horizon Nord qui se situe de l'autre côté du boulevard. L'idée étant de créer une zone de passage qui permet aux habitants d'Abraxas, des nouveaux habitants d'Abraxas et des personnes travaillant dans le Mont-d'Est de pouvoir intégrer le développement de Maille Horizon Nord avec la dalle du Mont-d'Est. Donc,
Donc l'idée c'était de réparer le quartier, donc il y a tout le programme de réhabilitation du projet d'Abraxas, et de créer une nouvelle mixité en proposant donc au pied des immeubles des commerces et du service de proximité, en plus des 425 logements de la première tranche, et en tout on arrivera à un total de 600 logements. Donc là, sur cette slide, on voit donc la position du bâtiment. Donc on avait déjà vu sur les images, je ne vais pas m'attarder. Donc on voit à l'ouest Maille Horizon Nord. Le nouveau quartier donc, des Jardins d'Abraxas se situe sur les coteaux donc, du Mont d'Est. Il y a une vue imprenable sur tout l'ouest, enfin sur tout Paris, sur tout l'est parisien. Donc ce projet totalise 52 000 m², se fera en 4 phases. Donc nous sommes en train de développer la première tranche qui est sur une emprise foncière de 9 700 m². Donc on arrive à un total de 26 900 m² de construits sur 5 bâtiments et 2 niveaux de parking. Voilà. On a voulu intégrer dans ce bâtiment le maximum d'espace public. Donc on a un mail piéton commercial et on a des jardins privatifs. Donc là, rapidement, tu expliques. Bonjour. Un des enjeux de ce projet, en fait, c'était de retrouver en fait une densification au niveau d'Imaille pour créer des activités commerciales pour redynamiser le quartier. Donc, ce qui a été prévu, c'est une dizaine de commerces en rez-de-chaussée qui imitent tous les rez-de-chaussée de tous les bâtiments pour animer ces rues-là et créer de la porosité qui dynamise le secteur. Donc on avait une programmation qu'on a travaillée tout d'abord avec le commercialisateur et qu'on a proposé à la ville et qui s'affine au fur et à mesure pour densifier une surface d'environ 2000 m² de surface commerciale et de crèche sur les rez-de-chaussée. Ensuite, pour le reste de la programmation, l'enjeu du projet, c'était de ne pas créer un ghetto en fait, en accession. Donc là, on était, comme le disait Arnaud tout à l'heure, en quartier QPV, donc un quartier hautement social, qui est symbolisé par les 600 logements d'Abraxas avec à peu près 2 tiers de social et 1 tiers d'accession dedans. Une des possibilités qu'on aurait eues, ce serait de créer à peu près 300 à 400 logements d'accession pour rééquilibrer un peu la balance au niveau du quartier. Mais il y aurait eu du coup cet effet un peu de ghetto sur les jardins d'Abraxas au détriment là, des espaces d'Abraxas. Donc la programmation qui a été imaginée et qui est commercialisée, c'est 140 logements en accession, 89 logements en locatif social qui sont plutôt destinés à en petite typologie, donc plutôt destinés à des actifs à revenus modestes qui font un peu un tremplin en fait, sur le logement social. 122 logements en locatif intermédiaire et 74 logements en accession sociale et PSLA. Donc cette programmation, on le pense, avait pour but quand même de diversifier un peu les sorties possibles et d'essayer de recueillir un peu le public le plus large possible pour peupler les espaces d'Abraxas. Donc l'un des challenges aussi de cette opération, enfin en tout cas pour nous architectes, ça a été de comment construire 30 ans après à côté d'un bâtiment aussi emblématique. Et ce que Ricardo en fait a appelé une architecture d'accompagnement, pour ne pas en fait, on va dire, remettre ce bâtiment donc comme on va dire comme emblème, comme monument, et donc l'architecture donc accompagne ce bâtiment. Donc on a repris les 3 ordres du théâtre et on a créé une colonnade avec une façade épaisse avec des balcons avec des colonnades. On a repris le béton préfabriqué pour cette façade. Donc voilà, on voit après tout le travail sur la porosité par rapport donc, à l'espace public. On voit ici la porte urbaine qui emmène au mail piéton. L'idée, c'était donc de connecter la ville avec les jardins d'Abraxas et les jardins d'Abraxas avec les espaces d'Abraxas. Là, on voit, c'est une image, on voit les jardins privatifs. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des espaces verts. Et on va dire l'élément le plus important à nos yeux au niveau de maillage urbain, c'est tout cet espace piéton commercial. Voilà, donc avec une architecture un peu différente, plus domestique.
Concernant le montage opérationnel, on a voulu faire un focus sur 2 points. D'une part, l'existant, et d'autre part, le planning de l'opération. Donc, concernant l'existant, en fait, on était sur une parcelle non urbanisée de logements, mais qui était quand même assez dense, constituée de larges infrastructures publiques. On voit un peu à gauche et à droite en rouge les ouvrages là, qui sont en train d'être démolis. Donc, il y a une énorme hélice qui est digne des plus grands aéroports internationaux, qui alimentait le parking de derrière, un parking de 3000 places. Un groupe scolaire, une école maternelle là, qui a été démolie assez récemment. Et sur le sud, ou sur la gauche là, du plan, d'autres infrastructures un peu symétriques et plutôt des infrastructures après routières pour desservir le parking public. Il y avait 2 éléments également, ça dont on a parlé de la surface, en sous-sol qui était assez important. C'était le RERA qu'il faut du coup ponter sur la partie nord, donc la phase 1 qui est actuellement en développement, avec des interactions assez fortes du coup avec la RATP. Et c'est des choses là qu'il faut pas mal anticiper, parce que je crois que les premières discussions qu'on a eues, c'était en janvier 2017 avec eux, pour envisager du coup ce pontage, connaître les prescriptions et le phasage un peu des autorisations diverses qu'il faut avoir. Et un autre élément, c'est le fameux tunnel ESCA. Le tunnel ESCA, c'est un tunnel qui devait desservir en fait Maille Horizon Nord il y a une vingtaine d'années. Donc c'est un tunnel qui a été construit et équipé entièrement et qui n'a jamais été utilisé, qui traverse à peu près tout le quartier du Mont-d'Est et qui va juste en face sur la Maille Horizon Nord. Et pour la petite histoire, je crois qu'on a découvert ça une semaine avant de faire notre première proposition à la ville. Et l'on a appelé, c'était le Steve qui s'en occupait, je crois, à l'époque, et qui a dû sortir un vieux carton qui lui avait été transmis par un de ses collègues parti à la retraite 2 ans avant, en disant qu'15 jours ça ressortirait. Effectivement, c'était ressorti ce jour-là. Donc c'était un peu stimulant la dernière semaine. Concernant le phasage de l'opération, donc on a 2 slides. En fait, une slide qui est plus en prospective sur les autres phases, et une slide qui est assez intéressante sur tout ce qu'on a dû faire pour réussir. Et là, c'est en collaboration du coup avec la ville, puisqu'en fait l'ensemble de la programmation de la décision politique en fait provient d'une décision en décembre 2015, et ensuite tous les événements qui se sont passés par la suite sont faits en projection par rapport à décembre 2015. Donc là, je prends un peu la parole à ta place, Arnaud. OAP sectoriel, PADD, qui a débouché du coup sur une modification du PLU en septembre 2017. Nous, en parallèle, on avait déjà fait une première proposition d'intention avec Ricardo Bofill à la ville pour démontrer ce qu'on pourrait faire sur un quartier comme celui-ci, qui a abouti sur la signature de promesse de vente en novembre. Il y a eu des premières réunions publiques à partir d'avril 2017 pour environner un peu au niveau des habitants d'Abraxas ce qui pouvait être fait. Et on le rappelle, c'était un projet quand même global, plutôt piloté par la ville au niveau de l'aménagement de tout ce secteur-là, puisqu'il s'agit quand même d'une couture entre le nouveau quartier qui est développé par la Socarène, Maille Horizon Nord, l'esplanade du RER pareil, et ce quartier-là. Et il y a également une grosse phase de réhabilitation des espaces d'Abraxas dont la maîtrise d'œuvre honorifique a été confiée à Bofill sur ce quartier-là. Donc il y a une forte implication quand même de la vie citoyenne et la vie sociale, qui s'est concrétisée par un diagnostic technique piloté par la ville pour essayer de piloter un peu les rénovations que pourraient être faites sur Abraxas. Donc après, c'est des étapes un peu classiques, c'était un gros projet, mais c'est des étapes un peu classiques, dépôt de permis qui est conditionné également par la mise en place d'une étude d'impact qu'il a fallu anticiper sur 1 an, obtention des permis de construire, auparavant des enquêtes publiques pour l'enquête publique, déclassement des affectations. Les déclassements des affectations, que j'ai complètement oublié. Et donc ça c'est toute la phase un peu conception-étude qui a ensuite mené sur la partie plutôt opérationnelle avec les démolitions qu'on vous a explicitées juste avant, pour arriver jusqu'à la première phase de réhabilitation qui s'est terminée en novembre avec une jolie fête associée. Et pour notre part, nous allons du coup acquérir les terrains en fin novembre, début décembre, pour 30 mois de travaux pour la première phase. Et ensuite, les autres phases devraient
découler en fait des nombreuses démolitions qui doivent être faites par la ville et conditionnées notamment au maintien en fonctionnement du parking qui est essentiel pour le fonctionnement du centre commercial des Arcades. Et pas que, parce que ce qu'on désigne par parking est un parc de stationnement qui comprend près de 6000 places, qui répond aux besoins du centre commercial, du pôle tertiaire du Monde-Est et qui intègre également un parc relais. Donc la continuité de l'accès à cet ensemble de stationnement doit être maintenue tout au long des opérations, ce qui constitue un enjeu opérationnel plutôt important. Et ce qui implique également la reconstitution des accès, mais dans une configuration réduite pour gagner justement, pour générer le foncier nécessaire au développement du projet. Ce qui constitue un projet dans le projet, si j'ose dire. Oui, donc il me revient de quelques mots pour conclure. Donc, vous l'avez vu au travers de ce calendrier, à peu près 3 à 4 ans de réflexion et de montage pour, je pense, atteindre l'ambition que la ville s'était fixée, ainsi que ses habitants du Palacio, qui se réalise à présent, et c'est l'amélioration des espaces de vie, la lutte contre l'insécurité, le renouvellement d'un quartier d'entrée de ville. Évidemment, on a mis l'accent, la présentation sur ce qui va être réalisé de nouveau. Vous avez vu quelque chose d'assez équilibré, 600 logements existants, on vient reconstruire 600 logements par phase, donc ça va se faire en douceur avec un rééquilibrage entre l'accession et le locatif social pour que tout soit équilibré. On est bien dans la mixité urbaine. Mais on a évidemment, cette opération s'accompagne du lifting du Palacio, avec la rénovation des bâtiments, des logements, avec la réappropriation des rez-de-chaussée existants, qui avaient besoin de retrouver des services publics qui vont être insérés, des conciergeries, des commerces. Un gros travail sera fait aussi sur l'éclairage public, qui va être intensifié et modernisé, ainsi que la vidéoprotection. Les nouveaux bâtiments, ils s'inscrivent plus doucement, plus 6 étages. On n'est plus sur les aspects monumentaux qui avaient été mis en avant par le Palacio, avec beaucoup de jardins, on l'a dit, des façades blanches, quelque chose de plus neutre. Il y a eu un travail urbain, d'intégration urbaine extrêmement fin, on va dire, par rapport à pour maintenir le côté monumental de l'existant. Beaucoup de jardins, d'espaces verts, parce qu'effectivement les villes aujourd'hui ont besoin de mixité aussi dans les espaces publics doivent être végétalisés, donc il y avait de l'espace là pour végétaliser et pour rendre les espaces piétons, rendre la ville aux habitants, c'est un petit peu ce qui nous anime tous aujourd'hui. Et puis on l'a dit, l'animation des commerces, des pieds d'immeubles, c'est important finalement d'avoir l'animation des rez-de-chaussée, puisque c'est ce qui fait la ville. Et donc, voilà, l'objectif, c'est que cette entrée de ville soit agréable pour les habitants et les employés du Monde-Est qui sont nombreux. Et donc, je conclurai en disant que finalement, le patrimoine architectural est préservé, est amélioré et ses abords sont aménagés. Merci.